gabonais, formé en majorité des hommes et des femmes qui ont porté leur suffrage sur ma personne, voulait l'apaisement. Je me suis plié à cette exigence et mon attitude a été différemment interprétée. J'ai considéré pour ma part que la transition s'est imposée à la nation gabonaise, au peuple gabonais par voie de conséquence, à moins que le peuple gabonais avait élu massivement pour sortir du régime tyrannique de M. Ali Bongo. N'ayant pas une vision manichéenne où il n'y a que le bien et le mal sans nuancer, j'ai par la même occasion accordé le bénéfice du doute aux responsables du CTRI. C'est pourquoi je me suis terré et me suis mis dans une position claire et sans ambiguïté, celle de non-fiance et de non-allégeance. Une telle position avait comme autre avantage de me permettre de prendre le recul nécessaire à la réflexion, de scruter tous les actes du nouveau pouvoir et de les analyser avec froideur, sans passion et sans complaisance. Par ailleurs, j'ai pris le temps d'observer et d'analyser minutieusement les événements. J'ai surtout pris le temps d'écouter les Gabonais de toutes les catégories sociales. J'en arrive au terme de 8 mois observer que les choses ne vont pas dans le bon sens, en raison précisément du hiatus entre la parole et les actes, et d'une telle confusion entre le dit et le non-dit d'une part, entre l'objectif et le subjectif d'autre part. À ce jour, après plus de 8 mois, les Gabonais peuvent eux-mêmes confronter les annonces et les ajustements. Aussi voudrais-je en ce jour m'exprimer sur les conclusions supposées du dernier dialogue, sur lesquelles il est difficile de faire la part entre le faux et le vrai, entre ce qui est retenu et ce qui ne l'est pas. Dans une telle confusion, je préfère publiquement marquer ma désapprobation afin de prévenir toute dérive autoritaire du CTRI qui nous renverrait aux méthodes anciennes que nous avons abondamment dénoncées lors de la dernière campagne électorale. À cet égard, j'ai pris le temps de suivre et d'analyser les déclarations des présidents des différentes commissions et de nombreuses participations au dit dialogue. J'en suis malheureusement arrivé à la conclusion que rien n'a bougé ni évolué dans le bon sens, autrement dit, dans l'intérêt central du peuple. Les Gabonais, dans leur majorité, s'en rendent bien compte aujourd'hui. Mais loin de moi l'idée de condamner qui que ce soit, je voudrais surtout rappeler à tous la situation de notre pays, les difficultés de notre population, pour donner la bonne orientation aux citoyens de notre pays. Chers compatriotes, l'étape actuelle est celle d'une bataille résolue, la bataille de la survie, survie du peuple souverain, qui mérite la considération et le respect. Survie de notre culture, notre identité collective, survie pour notre dignité saccagée et mise à nu. Survie pour notre fierté et surtout survie de notre pays en tant que nation, dans toute sa substance, autrement dit, une communauté de vie et de conscience dans un environnement sain. Malheureusement, et nous devons en convenir, il n'existe à l'heure actuelle aucune volonté de garantir un présent heureux et de construction de l'avenir de la nation que nous constituons tous, sans exception et à la même hauteur. Les Gabonais vivent comme des monolithes, les monolithes vidés de toute essence, de toute conscience, comme interdits de bonheur, de rêve, et poussés vers le désespoir et le désintéressement à tout ce qui est essentiel à la vie. Il nous faut donc résolument, à compter d'aujourd'hui,
partir de zéro pour restructurer les mentalités de la population. Peuple gabonais, souviens-toi de ce que tu es et pas de ce que tu es devenu, de ce que les perfides trompeurs t'ont fait devenir. C'est le moment de dire avec fermeté que nous ne sommes nullement des sujets, mais des personnes bénéficiaires de notre maison collective, le Gabon, de l'action publique face à des dirigeants qui ont l'obligation de nous servir, car avant tout au service du peuple. C'est cet éveil qui doit nourrir et habiter l'esprit des Gabonais. En effet, en plus de souffrir du syndrome de Stockholm, le Gabonais devient mendiant, réduit à faire la cour, ventre à terre, pour ce qui lui appartient. Il est réduit à la mendicité, à commander ce qui lui revient de droit, à applaudir et à faire la cour à des autorités qui sont censées le servir. Il nous faut recentrer le débat et comprendre que nous ne sommes pas des sujets qui sont là pour applaudir. Le peuple est le seul maître et les gouvernants ses serviteurs. Toute autre attitude et déviance est nocive. Chers compatriotes, convenons-nous-en. Le pays est dans cet état de destruction, de désintégration, de double agonie. C'est parce qu'en partie, on accepte d'être victime. Ainsi qu'on le dit par ailleurs, l'esclave mérite ses chaînes s'il refuse de les briser. C'est dire que notre environnement est à la mesure de notre niveau psychologique, de notre état mental et des dégradations subies. L'état actuel du Gabon, notre pays, est le reflet de l'état psychologique des Gabonais. Notre environnement est à l'image de ce que nous sommes. Si on change notre façon de penser, notre environnement change par voie de conséquence. Ceci justifie cela. Or, dans le cas où chacun d'entre nous change et se met debout, les choses changeront inéluctablement. C'est un principe naturel. C'est dire que nous devons résolument sortir de notre torpeur et nous tenir prêts à bâtir le Gabon éternel, uni et indestructible, dont ont rêvé nos ancêtres et qui donnera un sens à notre vie et, assurément, un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants, qui sont notre projection dans le futur. J'invite donc les patriotes à rester en éveil, car la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage, à aucun trafic. Nous avons l'obligation de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. C'est vraiment un peu inquiétant d'être dans un pays où une personne ne parle pas. Merci pour votre sortie d'aujourd'hui. Parmi les résolutions du dialogue national qui vient de s'achever, il y a donc cette suspension des partis politiques qui n'est pas encore actée parce que cette décision devrait passer par le référendum. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt de vous être prononcé là-dessus aujourd'hui, sachant que ce n'est pas encore formalisé, cette décision? À la suite de votre développement, que nous avions raison de sortir maintenant pour la simple raison que le ministre de l'Intérieur s'est arrogé le droit, conformément aux résolutions qui ne sont que des propositions, s'est arrogé le droit de s'occuper désormais des élections. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour que toutes ces luttes pour exclure, nous n'avons jamais réussi d'ailleurs à exclure le ministère de l'Intérieur, qui a toujours été là, derrière les différentes structures mises en place. Comment pensez-vous que nous puissions nous taire quand le ministre de l'Intérieur, se fondant sur les résolutions, dit que désormais, c'est lui qui gère les élections sans qu'on ait modifié le code électoral? Qu'en pensez-vous?
Pensez-vous que ce n'est pas trop tôt de pouvoir dire que c'est désormais le ministre de l'Intérieur et qu'il se prononce? Je salue votre courage. Donc, je dis tout simplement qu'il est temps. Il est toujours temps, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de toujours rappeler que nous voulons bâtir une véritable démocratie. Et ceux qui se sont donné cette mission doivent commencer par se mettre en ordre eux-mêmes dans leur comportement pour éviter que les partis politiques ne viennent à réagir, car c'est leur devoir de réagir. Vous ne pouvez pas nous dire, nous sommes restés longtemps sans parler, et quand on parle, vous nous reprochez de parler. Il n'est jamais trop tôt. Au contraire, nous sommes là pour accompagner le CTI pour qu'il n'y ait pas de déviation ou de déviance par rapport aux engagements pris. Cette même question est adressée à vous, M. Mendoza, vous qui étiez Je candidat. n'aime pas répondre aux inconnus. Présentez-vous. Vous appartenez à un organisme qui vous êtes. Je suis Ismaël Okanzé, je travaille pour la Voix de l'Amérique, France 24. Bien, merci. Alors, vous me posez la question, quand vous venez à une conférence de presse, il y a deux attitudes, je suppose. Ou vous venez avec vos questions, qui sont déjà faites, et vous tenez à les poser, quel que soit ce qui a été dit. Je crois avoir donné les réponses à votre question ici, monsieur. Je ne vais pas me répéter. Merci. On ne s'exprime pas parce que le président serait à l'extérieur. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé à l'extérieur. Nous parlons de ce qui s'est passé ici. Et nous avons pris le temps de lire, d'observer, d'écouter avant de réagir. Et il est temps de réagir. Il est temps de dire au président de la transition que, quel que soit son âge, il devient le moment de cet exercice le père de la patrie. Et qu'à ce niveau, il doit avoir du discernement. Ne pas tout accepter ou ne pas prendre prétexte des gens qu'on organise pour en imposer aux autres. Nous tenions à le lui dire. Parce qu'on dit chez nous que quand dans la chambre, on n'écoute pas les conseils que vous donne la femme ou l'homme, vous êtes obligé de sortir cela pleine lumière pour dire à tout le monde ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est d'avoir organisé un dialogue où nous avons été exclus, où il nous a invités à sa table, chaque famille gabonaise, en disant envoyez-nous les noms des membres de votre famille et moi-même je choisirai qui j'invite à ma table. C'est indécent. Ça ne se fait pas. C'est vraiment manquer de respect et de considération pour les invités à votre table. Monsieur le Président, c'est ce qui justifie l'alliance entre vous et le professeur Avion. Laissez-moi arriver. Donc tout cela, toute cette orchestration des soi-disant Gabonais allés au dialogue, qui se vantent d'avoir eu le meilleur dialogue alors que ça a été un monologue, m'a emmené à dire, parce que vous savez, il vous l'a dit, c'est une opportunité pour qu'il s'exprime. Les Gabonais aiment quand l'autre reste reclus quelque part, et puis on l'abandonne. On est tous contents de ce qui peut arriver à l'un ou à l'autre. Mais ça peut nous arriver à nous tous. Et donc, nous avons décidé d'un commun accord de tenir cette conférence de presse qui bouscule les gens. Mais nous n'avons fait que dire ce que nous voulions dire
pour l'intérêt de notre pays. Et quand vous l'avez entendu inviter le chef de la transition à écouter avec, non pas avec condescendance les autres. Quand on vous invite à une discussion et qu'on vous dise, bon, vous venez, mais c'est bien, et tout ce qui s'est dit au dialogue, je ne changerai rien, mais alors pourquoi nous inviter? Si ce n'est pas pour écouter aussi la voix de ceux qui n'étaient pas au dialogue, pour que le chef d'une nation puisse se faire son opinion, s'il n'est pas bien sûr, déjà, s'il n'a pas de parti pris au départ. Et donc nous n'avons pas à justifier devant vous les raisons d'être ensemble. Nous avons connu, si vous voulez qu'on en parle, quelques divergences, mais ça n'est pas, on a toujours été proches l'un de l'autre. Et donc, je ne vois pas ce qui gênerait à ce que Albert et Pierre Claver donnent une conférence de presse ensemble, et nous allons le faire assez souvent. Et ça va peut-être vous déranger, mais c'est comme ça qu'on a décidé d'être et d'agir. Vous pouvez permettre que je réponde à moi, que ce ne soit la même question? Oui, je voulais rebondir, plutôt la reformuler. Si vous rebondissez, je n'aurai pas le temps de... Permettez-moi, s'il vous plaît, parce que je voudrais savoir c'est pas bien. Attendez, je réponds moi aussi, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 3 questions, 3 préoccupations ont été soulevées. 2 essentiellement. D'abord, le président a réponse. Si vous avez écouté mon intervention, j'ai justifié ma position. Ni défiance, ni allégeance. Ça veut dire que ce que le président fait, ça ne m'intéresse pas. C'est clair. Et ça ne souffre pas d'ambiguïté. Ni défiance, ni allégeance. Je n'interviens pas parce que le président de la transition en France. Et j'ai choisi de ne pas intervenir. Il allait dans plusieurs voies, je ne suis pas intervenu. Donc, ni défiance, ni allégeance. C'est ça ma position. Maintenant, quant à l'alliance avec Pierre Claver, Magala Moussa, ceux qui me posent la question parce qu'ils ne connaissent pas ma personne. Moi, j'agis toujours en fonction de l'objet, objectif et non subjectif. Hier, dans un passé relativement lointain, j'ai participé au gouvernement de Mabongo que je considérais comme un diable. Parce que Mabongo m'a posé un problème. Vous n'êtes pas pédagogiste, vous n'êtes pas béni. J'ai un problème avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Un secteur dans lequel vous êtes l'un des meilleurs. Monsieur, venez. Pour que vous ayez pas moi à le Gabon, parce que vous êtes patriote. Quand j'ai répondu, j'ai regardé ce pourquoi il m'a appelé et non qui il était. Dans un passé récent, Madame Nissambo, on n'a pas élevé les moutons ensemble. Je n'ai jamais été ancien pédagogiste, je n'ai jamais été avec elle où que ce soit. Je ne suis pas membre de l'Union nationale, mais elle m'a appelé. J'ai suivi non la nature de Madame Ibrahim, mais l'objet, ce qu'elle me disait. Il est temps que nous nous retrouvons pour pouvoir construire notre pays, d'où alternance 2023. Et c'est parce qu'il a eu alternance 2023 que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, Pierre Claver m'a appelé pour quelque chose de bien précis. Et il a été clair. Depuis, on ne vous a pas entendu. Or, tout le monde se pose des questions. D'autre part, vous avez une autre personnalité. Qu'avez-vous à dire face à tous ces dits lors du dialogue? Je regarde alors l'objet, ce pourquoi on m'a appelé, et non sa nature. Donc, ce qui part d'ailleurs, ce n'est pas un mariage où nous sommes liés pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes liés par l'objet. Il faut savoir, et c'est cela ce qu'il faut dire aux Gabonais, faire la différence entre l'objectif et le subjectif.
je ne me détermine pas par rapport au subjectif, je me détermine par rapport à l'objectif. Je vous remercie.